merci à tous de l'invitation. Donc, voilà, la Covid est venue, la Covid est là, comme disait Philippe, il fallait bien faire avec. Et la première inquiétude que j'avais en tant que psychiatre spécialisé en psychotraumatologie, c'est finalement la santé mentale de nos soignants confrontés, comme vous le savez tous, à ces situations d'urgence à la suite de la pandémie de la Covid. Voici quelques liens d'intérêt. Donc, quand on parle de soignants, de qui parle-t-on? Donc, en fait, vous savez, donc il s'agit d'infirmiers, médecins, aides-soignants, SH, encardiers, puériculture, ambulanciers, donc tous ces métiers finalement qui sont du soin direct ou indirect. Et la majorité de ces personnes ont des caractéristiques, si on peut dire psychologiques particulières, qui sont le fait d'être des personnes empathiques, globalement altruistes, des hommes et des femmes, qui sont confrontés à des douleurs, des maladies, de la mort, des stress chroniques, des violences. Et le plus souvent, ce sont aussi, notamment dans le corps médical et les infirmiers, des personnes relativement consciencieuses, perfectionnistes, et plutôt des adultes jeunes à la soixantaine en général. Alors, ces caractéristiques, on le sait en psychologie, en psychiatrie, font que nous sommes finalement déjà à risque d'être en surmenage. Dans des modèles qui expliquent un peu ces interactions, nous savons que plus particulièrement les professionnels de santé sont déjà donc exposés aussi à des conditions liées à leur activité hospitalière du fait de la charge de travail, des charges mentales, la charge émotionnelle et cognitive que cela comporte. Il y a les facteurs contextuels encore plus augmentés en période de Covid, qui ont été les désorganisations, qui ont été le manque de personnel, ainsi de suite, à certains services. Il y a les caractéristiques spécifiques à ce groupe de personnes ou à des groupes qui ont ces caractéristiques, comme ne pas finalement aller se soigner soi-même, d'être un peu moins attentif à son bien-être, aux dépens de son bien-être, au service du bien-être des autres. Tout ceci constitue donc des facteurs bien identifiés pour augmenter le vécu négatif du stress, la dépression, les abus de substances, voire le risque de suicide. Donc, nous pouvons résumer en quelques éléments qui favorisent le surmenage, l'isolement, la patientèle difficile, la longue durée de travail, des succès, donc les échecs thérapeutiques, ne pas atteindre ses objectifs, des variables personnelles et la fatigue. Vous voyez que la majorité de ces facteurs ont été exacerbés en période de Covid. Un deuxième élément a été très à l'œuvre, c'est la fatigue compassionnelle, c'est-à-dire il s'agit de ces situations qu'on va rapprocher le plus du stress traumatique, qui vont provoquer un état de grande tension, de préoccupation, et qui vont générer finalement de la souffrance chez le professionnel de santé. D'autant plus, comme on le disait, nous, professionnels de santé, sommes des gens relativement empathiques, donc encore plus à risque de la fatigue compassionnelle, parce qu'on s'épuise finalement émotionnellement dans cette compassion. Les soignants prennent moins soin d'eux-mêmes, font moins attention, ils ont tendance à l'automédication, à l'autocensure parfois, refuser de demander de l'aide comme si c'était une sorte de faiblesse. Et même malades, ils vont venir travailler avec un peu cette fierté de dire moi je viens travailler alors que je suis malade. Alors on a entendu beaucoup pendant la crise, depuis le début de la crise, cette question que la Covid, c'est un traumatisme pour tout le monde. Donc c'est un peu une notion un peu galvaudée, j'ai l'impression. Et j'ai été un peu attentif à dire attention, il y a des critères bien précis. Toutefois, ça peut concerner bien entendu les professionnels de santé parce que ils ont été directement exposés, témoins ou de façon répétée, à des morts, à des situations de détresse,
Et c'est ce qu'on appelle les traumatismes secondaires, c'est-à-dire quand ces équipes soignantes, que ce soit dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, ont été en première ligne face à des décès multiples, face à des décès rapides, face à ces échecs thérapeutiques qui ont été vécus avec une grande détresse. Donc, ce qui fait, suite à ces événements, traumatisme et développement de stress post-traumatique chez ces soignants, on le sait dans la Covid, mais on le savait déjà avant pour les autres épidémies, c'est tous ces facteurs désorganisationnels, la perte de contrôle, la charge de travail et tous les facteurs qu'on vient de noter en plus du manque d'âge, du manque d'expérience, de jeune âge et de sexe féminin constituent donc des facteurs qui font que, et au regard de ce qu'on a appris des autres pandémies, que le stress post-traumatique va concerner nombre de professionnels de santé. Et les premiers signes qui vont apparaître sont essentiellement donc les troubles du sommeil, l'irritabilité, les difficultés de concentration, la colère, des pensées intrusives. On commence à être obsédé par ce qu'on est en train de vivre, du mal à vivre avec l'empathie habituelle. On a une sorte d'étachement, déconnexion de ses propres émotions, et puis petit à petit, on va arriver des symptômes de fatigue, d'impuissance et d'auto-reproche, voire d'évitement d'aller sur le lieu de travail. Et bien sûr, tous les professionnels sont concernés, peu importe le métier qu'on exerce dans les écoles de l'hôpital, mais bien sûr, plus on est en ligne directe, plus le risque est d'autant plus élevé. Alors, la Covid, en tout cas, les premiers mois ont été marqués par ce que vous savez de cette anxiété collective, cette peur de l'inconnu, cette incompréhension de ce qui allait nous arriver, encore plus dans les hôpitaux, la rapidité de diffusion de la maladie. On a vu aussi des décès de soignants, des décès en masse de certains patients dans certains services. Il y avait les facteurs initiaux d'organisation, le manque de masques, d'outillage, la désorganisation de certains services, l'annulation de certaines activités pour d'autres, mais il y avait aussi d'autres facteurs qui pouvaient être importants à considérer, c'est-à-dire que la peur d'être soi-même porteur de la contamination pour un proche fragile ou quand soi-même nous sommes soignants et porteurs d'une vulnérabilité augmentant le risque. Donc tout cela, nous l'avions bien identifié dès le départ, c'est-à-dire augmente le risque d'anxiété, de dépression, d'épuisement, d'addiction et de stress post-traumatique. Dans ce contexte, nous avons mené une enquête auprès des professionnels dans les hôpitaux, essentiellement dans le public. Il y avait aussi des soignants dans les EHPAD pour voir un peu l'impact, en tout cas le vécu de cette exposition. Et on a distingué des personnes en première ligne par rapport à des personnes en seconde ligne ou des administratifs, par exemple, en troisième ligne. Les plaintes qu'on avait recueillies, c'est initialement le manque de matériel, dès le début de la crise, de se sentir soit en colère, soit en tristesse, soit en anxiété. On a vu les premiers signes qui changent quand la personne commence à aller moins bien, c'est l'appétit et le sommeil qui se perturbent, l'impression de faire plus d'erreurs alors qu'objectivement il n'y avait pas plus d'erreurs, un sentiment d'impuissance face à ce qui arrive, et tout en gardant cet aspect consensuel, empathique envers les patients et la peur de ne pas protéger, ne pas se protéger, ne pas protéger les proches, voire de les mettre en danger. Alors, dans le groupe de 1000 sujets qu'on a interrogés, il y avait 43% de ces participants avaient des proches suspectés de Covid, des proches testés positifs au Covid dans 31%, des proches à risque et des soignants qui ont eux-mêmes attrapé la Covid, 14%, ou 20% qui sont porteurs de pathologies à risque pour la Covid. Donc le bilan de cette enquête, on a vu que la grande majorité, 60%, avaient des symptômes
post-traumatique. Ça ne veut pas dire qu'il y a pour autant un trouble de stress post-traumatique, mais il y a une certaine fragilité de ce côté-là, avec des symptômes aussi d'épuisement qui pointaient rapidement, de modéré chez un tiers des personnes à sévère chez 17 à 40% selon la catégorie, selon d'exposition en fait directe aux situations dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Et on a vu un effet significatif donc de l'exposition directe sur l'ensemble de ces symptômes, et plus particulièrement chez les jeunes, chez les femmes et dans les emplois les moins qualifiés. Ce qu'on a vu, c'est l'impact de certaines caractéristiques, un peu sur parce que cette exposition traumatique à la Covid allait entraîner un épuisement. On avait finalement un effet protecteur de la réinterprétation positive, mais quand il y avait de l'abus de substance, quand il y avait un évitement, ou quand il y avait un sentiment de culpabilité, là, ça a augmenté le risque d'épuisement. Ce sont donc des données qui correspondent beaucoup à ce qu'on observe par ailleurs dans la littérature, avec augmentation donc des indicateurs d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil ou de troubles post-traumatiques, comme ça a été confirmé pour la Covid, mais aussi pour d'autres pandémies auparavant, avec cette dépersonnalisation, cette anxiété et ce stress chez les travailleurs exposés à la Covid. Et ce qu'on a observé dans cette synthèse intéressante de la littérature, c'est un peu plus de symptômes anxieux-dépressifs et d'insomnie dans la population des soignants par rapport à la population générale, et plus particulièrement cette dépersonnalisation, cette dissociation, ces symptômes post-traumatiques, d'autant plus que le soignant avait un collègue, par exemple, infecté, hospitalisé ou décédé, plus fréquemment chez les infirmières, chez les femmes et chez les plus jeunes. Donc on a une cohérence, on a comme ça des indicateurs qu'on peut identifier et qu'on retrouve finalement dans des multiples études sur la question, sur le niveau d'exposition, le rôle dans le travail, les années d'expérience, l'organisation, le jeune âge, le sexe féminin et le style de coping qui sont plutôt donc, des styles personnels de comment les personnes ont l'habitude de faire face à ces situations de crise. Donc, dans ce contexte plus global, comme je vous disais, notre inquiétude allait vers ces soignants et nous avons voulu faire au-delà d'une simple enquête d'interrogation observationnelle des facteurs, nous avons voulu faire quelque chose de l'ordre de l'interventionnel. Et dans ce contexte, nous avons obtenu un financement pour l'étude nationale HARD pour screener, détecter, auto-screener chaque patient, chaque participant, chaque professionnel s'inclut de façon tout est informatisé en ligne pour éviter aussi la multiplication des contacts directs à l'époque avec la distanciation finalement physique. Et puis, de point de vue éthique, nous avons considéré que si on informatisait tout le process de l'information, consentement, signature des documents, à la réponse au questionnaire, ça pouvait aussi faciliter à tous les professionnels personnalisées selon les scores auxquels ils ont répondu. Et si on identifie des personnes qui ont des scores élevés de stress, de dépression, d'anxiété, de burn-out ou de stress post-traumatique, on les randomise et on leur propose, pour certains, de bénéficier d'un traitement à charge de l'étude en libéral à proximité de leur domicile en thérapie spécifique de régulation des émotions et du stress qui s'appelle l'EMDR et à la charge de l'étude à hauteur de 12 séances qu'on contractualise directement avec le psychologue ou le psychiatre à proximité du domicile. Donc vous avez compris, donc les personnes s'auto-enregistrent avec un QR code ou sur le site du centre d'investigation clinique en cliquant sur le lien. Ils répondent à des questions, ils ont leur feedback
Et si on détecte des symptômes sévères, ils sont randomisés soit dans le groupe EMDR, soit un suivi as usual. Ça ne les empêche pas, par ailleurs, d'avoir des aides, de recourir à des aides s'ils le souhaitent. Le questionnaire se répète tous les 3 mois et on a à chaque nouvelle évaluation possibilité de randomisation dans le groupe thérapeutique. Donc le MDR, juste pour les non-initiés, s'agit d'une thérapie qui est recommandée nationalement et internationalement par l'HAS-OMS. Aujourd'hui en France, on a une couverture territoriale importante puisqu'on a plus de 1700 thérapeutes et c'est une méthode qui est appliquée de façon homogène avec les mêmes protocoles à travers les mêmes formations pour tous les thérapeutes. Ce qui a fait que nous avons choisi cela comme finalement étude en réalité terrain, en situation réelle, presque épidémiologique. Est-ce que finalement ce type d'intervention peut répondre positivement dans ce contexte de pandémie ou de crise? Et c'est connu pour être efficace dans le stress post-traumatique et dans la dépression. Donc, en plus, on n'avait aucun programme finalement compétitif aujourd'hui, parce que toutes les enquêtes, aucune ne propose finalement une thérapeutique. Donc, je vais conclure sur une courte vidéo qui synthétise l'intérêt de cette étude Hard Covid. Merci.